Vous êtes sur Medi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. L'Institut panafricain de stratégie, un think tank sénégalais, a tenu un séminaire sous-régional sur le thème « Penser la question du Sahara et promouvoir des solutions innovantes ». Une rencontre au cours de laquelle universitaires, spécialistes en sciences politiques et relations internationales, spécialistes en paix et sécurité, entre autres, se sont penchés sur la thématique. De larges propositions et recommandations ont été issues du rapport final de la rencontre. Pour en parler plus globalement, nous recevons M. Yoro Dia, politologue et président de l'Association des anciens diplômés de l'École nationale d'administration de Paris. Monsieur Dia, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici, dans vos locaux. Bonjour Alexis, le plaisir est pour moi de vous recevoir. Monsieur Dia, quelle analyse faites-vous des conclusions issues de cette rencontre de l'Institut panafricain de stratégie sur la question du Sahara et la nécessité de promouvoir des solutions innovantes ? Je voudrais d'abord remercier l'Institut panafricain de stratégie dirigé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, de m'avoir associé à la réflexion. Et puis, effectivement, nous devions réfléchir pour proposer des solutions innovantes. Et dans mon intervention, je leur dis la chose la plus grande innovation aujourd'hui, c'est que ce vieux conflit est en train de devenir anachronique. Il a fallu les incidents de Guerguerat pour que les gens se rappellent ce conflit. Pourquoi c'est devenu anachronique en termes de sciences politiques? Parce que, si vous vous rappelez, à l'indépendance des pays africains, il y avait deux groupes. Le groupe de Casablanca qui voulait l'unité africaine immédiatement et le groupe de Senghor qui parlait de théorie parcelle concentrique. Je leur ai dit, aujourd'hui, c'est l'idée de Senghor, le mouvement de Senghor qui est en train de triompher. Parce qu'aujourd'hui, on a la CEDEAO qui fonctionne très bien, on a l'Union du Maghreb arabe, on a la CEIAC en Afrique centrale. Il se trouve que le Sahara est aujourd'hui une sorte de pont entre les deux cercles concentriques dont parlait Senghor, entre la CEDEAO économiquement et l'Union du Maghreb. C'est pourquoi l'incident de Guerguerat a rappelé au monde qu'il y a encore la question du Sahara marocain. Donc c'est la première idée, en disant que nous nous acheminons en Afrique vers le modèle de l'Union européenne. C'est quoi le modèle de l'Union européenne? La France et l'Allemagne se sont fait la guerre pendant presque 1000 ans. Chaque fois que la France devenait puissante, elle envahissait l'Allemagne. D'ailleurs, le traité de Versailles, les Allemands l'ont perçu comme une grosse humiliation. Chaque fois que l'Allemagne devenait forte, l'Allemagne prenait sa vengeance. Je tiens à rappeler que le second empire allemand a été signé dans le château de Versailles, ce qui pour les Français a été une suprême humiliation. Ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Français et Allemands se mettent autour d'une table en disant qu'il faut qu'on trouve un nouveau mode de régulation. Et c'est quoi ce mode de régulation? Ils ont décidé de remplacer la guerre par l'économie comme mode de régulation. Et c'est pourquoi l'Europe vient de connaître sa plus grande paix. En Afrique, on s'achemine vers ça. Et c'est pourquoi ce conflit est anachronique. Aujourd'hui, on parle de la zone de libre-échange dans toute l'Afrique. Est-ce que les Africains vont accepter que le pont, ce que les historiens appellent la route de la caravane, qui a toujours lié Fès à Saint-Louis du Sénégal, qui a toujours lié Marrakech à Tombouctou, que cette route de la caravane soit parasitée par un vieux conflit qui date de plus de 50 ans. Et c'est pourquoi les incidents de Guerguerat ont rappelé au monde ce conflit et ont rappelé aussi au monde que ce conflit est devenu anachronique. Il y a progression dans cet entretien. Dans son rapport final, le think tank sénégalais a défini des solutions autour de 5 grands axes qui invitent à repenser globalement la question du Sahara pour une meilleure intégration au sein de l'Union. Qu'en pensez-vous ? Refonder et repenser le conflit. Et c'est quoi repenser le conflit? C'est-à-dire que l'OUA qui a permis au Polisario d'intégrer le club de l'Union africaine, l'OUA s'est donné pour mission de décoloniser le continent. Et aujourd'hui, il faut que l'Union africaine corrige une erreur de l'OUA. Et c'est quoi l'erreur fondamentale? L'OUA est une organisation d'État. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire, je ne sais pas ce qui a poussé les gens à intégrer le Polisario, mais on ne peut pas dire que le Polisario soit un État. C'est une association d'États. Donc le premier critère pour entrer dans une association d'États, il faut être un État. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut repenser l'Union africaine. L'Union africaine a un grand problème. L'Union africaine est une union géographique. Vous êtes membre de l'Union africaine parce que vous êtes membre du continent. Si vous prenez l'exemple de l'Union européenne, les Européens ont failli chasser de l'Union la Grèce et l'Italie.
Et aujourd'hui, historiquement, quand on parle de l'idée d'Europe, c'est quoi? C'est la philosophie grecque et la Renaissance italienne. Mais comme c'est un club, il y a des critères, il y a des conditions pour entrer et pour sortir, donc les gens sont obligés de s'aligner. Et c'est parce qu'il n'y a pas de critères pour l'Union africaine qu'une erreur historique et monumentale comme ça a pu se faire. C'est une association d'États. Aujourd'hui, le Polisario n'a aucun des critères qui font un État. C'est quoi un État? Depuis le traité de Westphalie, un État, c'est une entité qui peut incarner une réciprocité. Les États parlent aux États. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Aujourd'hui, le Polisario, par exemple, si on prend un exemple simple, l'ONU ne va pas solliciter le Polisario parce que, comme étant une force d'intervention, il y a un conflit au Congo, on cherche des États qui peuvent envoyer des soldats, on ne peut pas pour le Polisario. Ça veut dire que le Polisario ne peut pas avoir ce qu'on appelle dans le droit international la réciprocité, ça veut dire la responsabilité de l'État, mais aussi la réciprocité. L'autre élément qui fait un État, ça a été défini par Max Weber. C'est quoi un État? Selon Max Weber, on n'a pas encore trouvé de définition meilleure que celle de Weber. C'est quoi un État? C'est un pouvoir central qui contrôle un territoire, et sur ce territoire-là, avec des populations, l'État a le monopole de la violence légitime. Ne serait-ce que cette définition élémentaire de l'État aurait dû empêcher l'Union africaine, aurait dû empêcher l'OUA de commettre cette erreur en intégrant dans son sein une entité qui n'a pas le statut ni aucun des critères d'un État. Donc, deuxièmement, juste une petite chose qui est, à mon avis, très intéressante. Quand on voit, au moment où le Polisario a été reconnu par l'Organisation de l'Union africaine, l'OUA, et quand on voit, nous étions dans un monde de guerre froide, ce qui fait qu'il y avait des relents idéologiques très forts. Et quand on voit les pays qui ont reconnu le Polisario, c'est ce qu'on appelait les pays progressistes. Comme vous avez dû le constater, en 1989, le mur de Berlin est tombé et l'idéologie a été reléguée à l'arrière-plan. Et ce qui fait que vous verrez des pays qui avaient reconnu le Polisario et qui s'alignent sur les positions marocaines, mais vous verrez rarement inverse. Ce qui fait que nous sommes dans une sorte de processus irréversible. C'est juste une question de temps, c'est pourquoi je parlais d'anachronisme. Dans les années 80, nous étions dans un monde idéologique, ce qui fait que les groupes progressistes, communistes, les gens qui étaient alignés sur Moscou l'ont rapidement reconnu, l'ont intégré. Maintenant, le monde a changé. Nous sommes dans le monde post-soviétique où les dynamiques sont autour de l'économie et de la démocratisation. Ce monde du business, ce monde de la démocratie, ce monde de l'économie qui rend aujourd'hui le conflit, comme je l'ai dit tantôt, complètement anachronique. Maintenant, parmi les propositions, penser la question du Sahara comme une opportunité pour refonder et réhabiliter l'Union africaine en gelant la présence en son sein d'une entité non étatique qui prône le séparatisme. Quelle serait, selon vous, dans ce contexte, l'attitude la plus cohérente de l'Union africaine vis-à-vis du Polisario? Mais l'attitude la plus cohérente, c'est de dire que nous sommes une association d'États et on a en notre sein un membre qui n'a pas les critères, qui ne remplit pas les conditions d'État. Et le bon sens, c'est de lui dire, allez chercher vos critères et vos conditions d'État avant de revenir. Même pour l'Afrique du Sud, ce n'est pas parce que l'apartheid est terminé que Mandela est venu du jour au lendemain s'installer. Il a fallu que Mandela ait sa reconnaissance internationale pour venir. Quand vous prenez l'exemple de la Guinée-Bissau, c'était la même chose. Les Bissau-Guinéens ont entrepris un conflit armé avec le Portugal. Ce n'est pas parce qu'ils ont commencé la lutte armée qu'automatiquement on les a intégrés dans l'UA. Il a fallu qu'ils gagnent la guerre et qu'ils aillent chercher un processus de reconnaissance internationale. Le plus grand paradoxe de cette affaire-là, c'est que l'OUA a reconnu en son sein comme membre une entité qui n'est pas reconnue par l'ONU. Et c'est ça, à mon avis, le grand paradoxe. Ça veut dire que le statut d'État se constate. Parce qu'il y a des critères, c'est pourquoi ils ont bien fait de poser le débat. Et comme je dis, il faut repenser l'Union africaine en posant un certain nombre de critères. Et le premier critère, c'est qu'il faut avoir les attributs d'un État. Il y a eu une sécession au Soudan du Sud. Le Soudan du Sud est parti chercher ses attributs d'État avant d'intégrer la même chose pour l'hériter. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi on a pu commettre cette erreur une fois et on n'a pas voulu accepter ces conditions pour d'autres personnes. Repenser l'UA, c'est de dire que l'OUA s'était donné pour mission de décoloniser tout le continent. C'est de reprendre là où ça s'est arrêté en achevant le processus de décolonisation du Sahara marocain. Comme on dit souvent, c'est un processus de décolonisation inachevé.
Les intervenants de cette rencontre ont aussi proposé la commémoration de l'œuvre historique du groupe de Casablanca et ont appelé à l'organisation cette année d'une rencontre de haut niveau pour célébrer son 60e anniversaire. Serait-ce aussi le moment de saisir cette opportunité pour lancer un appel solennel à la réalisation effective des idéaux panafricanistes de ce groupe? Non, le groupe de Casablanca était très intéressant, mais à la réalité des faits, ce n'est pas le groupe de Casablanca à qui l'histoire a donné raison. L'histoire a donné raison au groupe de Monrovia. Et ce que disait le groupe de Monrovia, c'est ça, à mon avis, qui rend le conflit, comme je dis, obsolète, anachronique. Aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement fédéral. Aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement fédéral, il n'y a pas un seul pouvoir en Afrique, il n'y a pas un ministre des Affaires étrangères africain. Aujourd'hui, nous sommes retrouvés avec plus de 52 États. Mais par contre, ce que disait Senghor, il faut aller vers l'unité par des cercles concentriques. Par exemple, en Afrique centrale, on fait un regroupement des États en Afrique centrale, ça marche très bien. La CEEAC marche très bien. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO marche très bien. L'Union du Maghreb arabe marche difficilement parce que le Maroc et l'Algérie ne s'entendent pas à cause de ce conflit qui empêche au Maghreb de développer tout son potentiel économique. C'est pourquoi je disais, c'est l'Algérie elle-même qui un jour va se lever en disant on n'a plus aucun intérêt à utiliser le Polisario comme un instrument contre le Maroc. Et l'Algérie, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. C'est l'Algérie qui va se lever en se rendant compte qu'à la limite, faire du business avec le Maroc est beaucoup plus utile pour les Algériens que d'entretenir un vieux conflit qui remonte à la guerre froide. Monsieur Dia, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, prédécesseur de l'Union africaine, UA, a commis l'erreur d'intégrer en son sein une entité qui n'a pas les critères d'un État, vous l'avez dit, et c'est ce que vous avez soutenu lors du séminaire organisé par l'Institut panafricain de stratégie. Alors, comment l'Union africaine pourrait-elle concrètement corriger cette erreur de l'OUA, selon vous? L'Union africaine peut corriger en faisant quelque chose de très simple. Je donne souvent cette anecdote. On est passé de l'OUA à l'UA en une nuit. Kadhafi avait invité tout le monde à Citre. Évidemment, quand vous faites de la littérature arabe, les nuits étoilées du désert sont sublimes. En une nuit, les gens ont dit non, on passe de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine, sans qu'il y ait critères, sans qu'il y ait critères de convergence, sans qu'il y ait rien. Maintenant, si l'OUA va être une organisation sérieuse, comme je dis, il faut qu'il y ait des critères. Il faut que l'Union africaine cesse d'être une organisation purement géographique. Et aujourd'hui, quand vous faites des critères, c'est une organisation qui va regrouper des États. Le premier critère, c'est de s'assurer que tous les membres qui sont au niveau de l'Union africaine ont les critères et les garanties d'un État. C'est fondamental, les critères et les garanties d'un État. Parce que si vous ne le faites pas, et puis demain, et puis nous sommes dans une ère très tumultueuse, il va y avoir beaucoup de scission-parité sur le continent, et puis demain tu vas avoir un mouvement de rébellion, un mouvement sécessionniste, dire que oui, je veux être membre de l'Union africaine, et qui va invoquer cette sorte de jurisprudence. Donc repenser, c'est de dire qu'il faut, au-delà de la géographie, que notre union, qu'il y ait un certain nombre de critères. On est en train de faire une zone de libre-échange, ce qui est une très bonne chose, mais il faut qu'il y ait un minimum de critères de convergence. Et à mon avis, le critère fondamental pour intégrer le club, il faut que ce soit un club. Et à mon avis, le critère le plus fondamental pour intégrer le club, le premier critère, c'est de donner les conditions et les garanties d'un État, ce que le Polisario ne peut pas faire. Monsieur Dia, en tant que politologue, quelle est votre proposition par rapport à la question du Sahara? Ma proposition par rapport au Sahara, ça recoupe la position de l'ONU. On ne peut pas continuer de façon permanente à faire de la scission-parité sur notre continent. À l'indépendance, tous les chefs d'État africains ont dit qu'il faut respecter l'intangibilité des frontières de la colonisation. On se rend compte que c'est du papier. L'Érythrée a fait une guerre à l'Éthiopie et puis aujourd'hui l'Érythrée est devenu un État. Le Soudan du Sud a fait la guerre au Soudan du Nord et est devenu un État. Ici au Sénégal, si le MFDC avait gagné la guerre dans le Sud, aujourd'hui la Casamance serait devenue un État. Nous sommes dans tout le monde, les Africains passent leur temps à dénoncer le congrès de Berlin, la balkanisation du continent. On ne peut pas d'une part dénoncer les micro-États que nous avons, la balkanisation, et d'autre part vouloir qu'il y ait la scission-parité. L'autre aspect, quand vous entrez à cette région, l'allégeance de ces populations du Sahara au sultan du Maroc est avérée. Et aujourd'hui, le débat est économique. Le débat est économique. À mon avis, là, on veut une zone de libre-échange. Il y a la CEDEAO, il y a l'UMA. On ne peut pas vouloir créer de grandes entités sur le plan économique pour que notre continent puisse exister et d'autre part accepter cette scission-parité, cette division du continent. Et puis quand on voit des critères particuliers, dans chaque pays, il y a des critères particuliers. Et c'est ça qui fait les nations.
Les grandes nations sont des nations ouvertes et généreuses. On ne peut pas toujours se baser sur des critères linguistiques, sur des critères ethniques pour demander à être érigé en termes d'État. Pour moi, la solution, comme je dis, c'est d'accélérer l'intégration économique et d'accélérer aussi le processus de démocratisation en Algérie. Le différend régional autour du Sahara ne constitue-t-il pas un blocage à la pacification de l'espace sahélo-saharien et un frein à la coordination victorieuse de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara, le Sahel et dans toute l'Afrique subsaharienne? Mais évidemment, quand vous voyez la carte mondiale du terrorisme, il faut que les gens, en urgence, trouvent une solution à cette question. C'est né en Irak, vous aviez Daesh, les gens ont mis les moyens pour les chasser d'Irak. Ils se sont implantés en Syrie, les gens ont mis les moyens pour les chasser de Syrie. Ils sont implantés en Afghanistan, on a mis les moyens pour les chasser d'Afghanistan. Quand vous regardez la carte du monde, la seule zone, le maillon faible, la zone la plus fragile, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle la zone des trois frontières, le Sahel, donc l'Afrique, le Sahara. Donc est-ce qu'on va attendre, parce qu'on a des fragilités internes, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un califat au Sahel et au Sahara? Et plus il va y avoir d'instabilité, mais plus les gens vont créer les conditions favorables, pour s'implanter. Regardez le cas du Nord Mali. Le cas du Nord Mali, c'était un conflit interne. C'était un conflit de décentralisation. Des Touaregs qui ont estimé qu'ils n'étaient pas très reconnus par l'État malien. L'État malien est trop au sud. Les gens ont fait de l'infiltration stratégique. On ne peut pas savoir ce qui va se passer avec la question du Sahara marocain. Et c'est pourquoi la CEDEAO, l'Union du Maghreb arabe, l'ONU tous ces pays-là, toutes ces organisations ont intérêt à trouver une solution à la question du Sahara marocain. Et à mon avis, la question est très simple. C'est de faire constater au Polisario que vous n'êtes pas un État parce que vous n'avez pas de territoire, vous n'avez pas le monopole de la force légitime, vous n'avez pas de population. Un État ne peut pas être un État réfugié. Donc à partir du moment où les gens sont d'accord sur ça, et puis facilement on peut aller vers la solution qu'on appelle la solution de l'autonomie. Ce différend n'est-il pas aussi un obstacle à l'intégration socio-économique, politique et humaine du nord de l'Afrique, paralysée depuis plusieurs décennies au grand détriment de ses peuples frères? Mais naturellement, quand vous voyez, comme je dis, la théorie de Senghor des unités concentriques, la CEDEAO, ça marche très bien. La CIAC, ça marche très bien. La SADC, ça marche très bien. L'unité de l'Afrique de l'Est sur le plan économique, ça marche bien. La seule entité économique politique qui ne marche pas, c'est le Maghreb. Et ça ne marche pas, mais parce qu'il y a cette conflit du Sahara qui empoisonne les relations entre les deux grands voisins, l'Algérie et le Maroc. Donc l'humain ne fonctionne pas du tout. C'est une entité qui est là, mais économiquement ça ne fonctionne pas, politiquement ça ne fonctionne pas, à cause de ce conflit anachronique qui date de la guerre froide. Et c'est pourquoi je dis on va bientôt trouver une solution, parce que la solution, elle est plus, d'une part, au sud marocain, mais aussi elle est au nord de l'Algérie, à Alger, parce que les Algériens vont se rendre compte que pacifier la situation, faire du business avec le Maroc est beaucoup plus utile pour eux que d'entretenir un vieux conflit qui n'a plus aujourd'hui aucun sens. À présent, que pensez-vous du plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc? Un plan jugé sincère, crédible et réaliste par les Nations Unies et par la majorité des États africains? Non, mais c'est un bon plan, parce que tous les conflits se terminent autour d'une table. Et c'est comme ici, pour le cas du Sénégal, donc deux conflits sont similaires. L'État du Sénégal, pour régler la question de la Casamance, a procédé à une sorte de régionalisation avancée. Ce que les Marocains sont en train de vouloir faire avec ce qu'ils appellent autonomie renforcée. Ça permettra aux gens du Sahara de vivre leur spécificité, parce qu'ils ont leur spécificité par rapport au reste du Maroc. Mais spécificité ne veut pas forcément dire indépendance. Ça leur permettra de vivre leur spécificité sur le plan local, tout en appartenant à un grand pays et éventuellement à une grande zone économique, politique qui s'appelle le Maroc, dans une unité économique qui s'appelle l'UMA. Monsieur Dia, plusieurs pays africains ont ouvert des représentations diplomatiques dans les territoires sud du Royaume, une façon de renforcer de plus en plus la légitimité de la cause nationale du Maroc. Quelle appréciation faites-vous de cela? Mais c'est une bonne chose, mais à mon avis, dans la longue durée, ce qui va régler le conflit, enfin je n'ose même pas dire qu'il y a un conflit, parce que le conflit est en train de se diluer dans l'économie. Ça veut dire que les investissements
faits par le Maroc dans ces régions font aujourd'hui que le conflit, la question identitaire a été diluée dans la question économique. Donc c'est bien que les pays africains aillent ouvrir des représentations diplomatiques là-bas. C'est une bataille internationale gagnée, c'est une bataille symbolique, mais la vraie bataille, le Maroc est en train de la gagner en investissant massivement dans les zones, ce qui fait que les populations autochtones ne voudront même plus entendre parler de la question du Polisario, parce qu'ils vont trouver leur satisfaction, leur compte dans leur appartenance au Maroc plutôt que dans leur appartenance à une entité fictive qui n'est même pas basée sur le territoire. Dans ce sillage, le président Trump avait signé le décret sur lequel les États-Unis reconnaissent la marocanité du Sahara. À cet effet, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Maroc s'était rendu à Darla il y a quelques mois pour le lancement du processus officiel de l'ouverture d'un consulat des États-Unis dans les provinces du sud du Maroc. Quelle lecture faites-vous de cette position des Américains sur la question du Sahara ? Ça ne m'étonne pas, les Américains sont connus comme étant des gens réalistes. Donc Trump ne reconnaît pas, Trump constate de fait. C'est une constatation de fait qu'aujourd'hui, la question, la marche vers la paix est devenue irréversible. Donc, il constate que la marche vers la paix est devenue irréversible parce que, de fait, cette région a été intégrée économiquement et politiquement au Maroc et que l'autre alternative, ça veut dire une alternative indépendantiste sioniste, est devenue aujourd'hui une vue de l'esprit. Et c'est ça le côté américain. Ça veut dire que les Américains sont des gens hyper réalistes. Si les Américains, ce n'est pas seulement une volonté de Trump, parce que Trump, pour décider, le processus de décision aux États-Unis est assez complexe. Ce n'est pas seulement Trump. Les Américains constatent aujourd'hui que, de fait, cette région a été intégrée dans l'espace marocain. Cette région a été intégrée politiquement, économiquement dans l'espace marocain. Et c'est pourquoi je me plais à dire que, naturellement, c'est irréversible. C'est pourquoi je parle souvent d'anachronisme. C'est un vieux conflit qui date de la guerre froide. C'est l'un des rares conflits qui remonte encore à la guerre froide. Et selon vous, quel rôle devrait jouer l'Union africaine pour le soutien crédible et légitime au processus onusien africain ? Non, mais je pense qu'avant l'ONU, il faut que les Africains aussi prennent leurs responsabilités. Pour que le Polisario entre dans l'OUA, il a bien fallu voter. Il a fallu faire reconnaître par la majorité de tiers que cette entité. Il faut faire le processus inverse. D'autant plus que nous avons vu des pays qui avaient reconnu le Sahara, qui lui ont enlevé leur reconnaissance et qui reconnaissent maintenant le Maroc. Donc on voit que ça monte petit à petit. Et par contre, on n'a pas encore vu l'inverse. Un pays qui avait reconnu la marocanité du Sahara et puis dire que non, j'ai changé d'avis. Donc il faut que ça monte. Maintenant, quand ça va arriver à la majorité des deux tiers, on pose le débat au niveau de l'Union africaine et puis on procède au vote pour dire est-ce qu'on peut encore être pris au sérieux en acceptant en notre sein une entité qui n'a pas les critères d'un État. Pour nous faire comprendre, c'est comme si demain, on se retrouve au niveau de l'Union africaine et puis on retrouve une représentation de la Casamance. Le Sénégal va dire non, c'est pas possible. Il faut que la Casamance prouve que c'est un État. Et c'est comme si, je donne un autre exemple, dans un pays où il y a une sécession au Congo, le président du Congo arrive à une réunion de l'Union africaine et trouve qu'il y a une représentation du Kivu, voilà, une entité qui s'appelle le Kivu ou le Katanga qui siège. Non, c'est pas possible. Parce que le premier critère, c'est pouvoir justifier et démontrer qu'on est un État. Rien que ce critère-là, ça permet de régler au niveau de l'Union africaine le problème. Merci M. Yorodia pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes politologue et président de l'Association des anciens diplômés de l'École d'administration de Paris. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.